Tout le monde, encore une fois, on devrait être à peu près 85 ce matin. Alors, c'est un excellent départ pour le premier webinaire. On est super content d'être là ce matin avec tous nos nouveaux équipements, notre nouveau setup et tout ça. Vous avez déjà vu les vidéos là-dessus. Ce matin, c'est Louis qui va briser la glace avec la première démonstration. Et merci Louis de relever le défi et de t'être préparé en conséquence et d'avoir fait le déplacement jusqu'ici dans notre studio de fortune. Là. Mais à date, on a eu des très bons compliments. Puis on espère d'aller à hauteur pour vous. Alors, on va faire tout ce qu'il faut en cours de route pour corriger les petits bugs s'il y en a, comme on vient de vivre. Et s'il y a des petits pépins, bien, on va vous demander d'être indulgent un peu, mais bon, on va s'adapter. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Louis Boucher. La chose à faire, je pense, c'est de lever notre chapeau à Jean-François Meunier et à Steve Harvey pour être aussi tête de cochon pour être capable de monter une affaire de même. C'est vraiment impressionnant. De toute façon, il va y avoir un article qui va être préparé pour vous montrer le setup du garage. Mais c'est quand même impressionnant, le studio ici. Là. On a de la lumière, on a du son, on a des caméras mobiles. Et voilà, on s'en vient. Donc, voici mes deux amis qui sont en face de moi. Puis, c'est pas mal. Vous voyez, on a même un code vestimentaire. Donc, c'est vraiment, là, on est, comme ils disent les ados, on est sur la coche. Donc, chapeau, Jean-François, pour Steve, pour monter ça. Ils m'ont dit que ça faisait à peu près 3 heures s'installer. Ah non, c'est pas ça. OK. C'est 50 ou 500. Le projet, c'est 500 heures de préparation, imaginez-vous. Fait que ça vaut vraiment la peine. Moi, je me possède de profil, hein, ça ne m'avantage pas. Ce serait mieux de ramener la caméra en avant. Oui, je vais démarrer sans plus tarder cette démonstration. Aujourd'hui, on va faire un petit boîtier qui est désaxé. Donc, ceux qui me connaissent, ils savent que je fais des affaires croches. Donc, c'est un petit boîtier qui est de côté. C'est un peu, j'appelle ça mon petit boîtier de Pise, comme la tour penchée de Pise. Et c'est intéressant, ça donne une nouvelle dynamique. Ça donne un boîtier qui a l'air croche, mais dans le fond, qui est droite, qui est bien assis. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Sur le côté, qu'est-ce que ça donne de profil penché? Ma femme m'a suggéré d'appeler ça le boîtier Taillibert. Donc, c'est un peu comme le stade olympique, mais moi, j'ai fini mon toit. Puis, il tient mon toit. Donc, on va commencer avec un morceau carré. On a besoin d'à peu près 3 par 3 par 4 à 4 pouces et demi de haut. Évidemment, on travaille en bout de grain, donc c'est un grain longitudinal. On travaille avec un morceau, on est en bout de grain, on va travailler en bout de grain comme on fait des boîtiers normalement. Ce qu'on va faire, c'est qu'évidemment, on va trouver le centre de notre boîtier et on va le monter en pointe et on va le mettre rond. On va dégrossir notre pièce. Donc, gauche à dégrossir. Évidemment, d'outils aiguisés qui sont en bonne condition. J'ai vérifié l'état de ma pièce. Il n'y a pas de fente, c'est pas fendillé, c'est pas craqué, il n'y a pas d'irrégularité. On est correct, donc on va partir comme il faut. Ceux qui me regardent de face, si vous me voyez de face, vous allez voir, mais c'est correct, là. Mais le tour est un peu haut pour moi. C'est pas moi qui est trop petit, là. C'est le tour qui est trop grand. Par rapport au coude, là, vous voyez, mon coude, il est là, puis le tour est là. Le tour est au moins 2 pouces et demi, 3 pouces de trop haut. On va partir, c'est toujours l'ABC, ancrage, biseau, coupe. Donc, on part et je m'installe au centre de ma pièce pour être capable d'avoir un mouvement de gauche à droite et je vais barrer mon triangle. Donc, quand je vais couper, je ne fais pas ça, je vais partir comme ça. Je me promène, moi, là. Bon. Donc, on va dégrossir. Là, on ne vire pas assez vite. Puis on n'est pas assez serré. On est presque rond. Et c'est là que j'ai trop d'espace. Là, je suis rendu avec trop d'espace, donc
On arrête le tour, on déplace notre porte-outils. Je suis rendu presque un pouce et quart de overhang. C'est beaucoup trop long. Donc, on va continuer. Je suis presque rendu à ma pièce. Donc, on appuie, on met le biseau, on lève la poignée pour avoir la coupe et on se prend. Vous avez remarqué que j'utilise ma gauche comme ça. Je la pince parce que mon doigt sert de guide, fait que je fais une ligne droite. Au lieu de me promener, fait que je suis à côté. Là, j'ai un cylindre qui est sur toute la longueur. Il y a encore une bosse ici. Voilà. Bon. Fait que là, on a notre pièce, on a le rond. Donc, la prochaine chose à faire, c'est de... On va faire des tenons. Et là, on va faire des tenons à chaque bout. Je vais trouver mon crayon et ma règle, ma petite règle. Et on va faire des tenons de 2 pouces. La raison pourquoi on fait 2 pouces, c'est que la plupart des gens ont des mandrins avec des manchons numéro 2. Puis 2 pouces, 2 pouces et quart, c'est la bonne grandeur de tenon standard, là. Donc, on va faire des tenons. Et la différence qu'on va faire, c'est que le tenon de gauche, on va supposer que ça, c'est la base de mon boîtier. Puis ça, c'est le top de mon boîtier. De ce côté-ci, on va faire un tenon de 3/4 de pouce. Donc, ici, mon tenon, il va avoir 3/4 de pouce et on va mettre 3/8 sur l'autre côté. La raison est que c'est sur la base qu'on va décentrer notre pièce quand on va la monter. J'avais une pièce qui n'était pas finie, je ne sais pas ce qu'elle est rendue. Quand on va le démonter vers la fin, lorsqu'on va démonter notre pièce, il va falloir la tasser un peu, puis on a besoin de plus long de prise pour être capable d'accélérer. Si j'avais un escoulin ou ma rotule, mon genou artificiel, ça réglerait le problème. Et là, on va faire un tenon long de ce côté-là. Donc, on va marquer nos tenons. Donc, 3/4, 3/8. Et on va marquer tout de suite où est notre base, puis où va être notre couvercle en partant. On va aussi marquer où va être la différence entre le haut et le bas. Normalement, on fait un boîtier, puis si on fait un boîtier standard, là, on fait là, probablement le 2/3, 1/3. Mais là, vu qu'on veut avoir je ne sais jamais, un finial, là, un fleuron. Donc, il faut en laisser plus. Fait qu'on va s'installer à peu près à mi-chemin pour avoir de la place pour être capable de mettre notre fleuron. Si j'avais un couvert standard, j'aurais fait probablement mon couvert là, un tiers ou un quart, là, mais là, je veux avoir de la place. Puis non seulement ça, je vais avoir de la place parce que quand je vais le prendre tantôt, plus tard, puis je vais le mettre comme ça, je vais être capable de m'accrocher à l'extrémité de ma pièce et non au centre. Et ça, on va voir ça tantôt. Donc, on va marquer ça. On va faire ici, on va faire nos tenons. Puis celui du milieu, on va faire, ça va être le joint, là, le joint du boîtier là, entre les deux. Ça va être un boîtier qui va être fait comme ça. En fait, il va être fait comme ça. La prise du boîtier est sur le couvercle. Donc, il faut laisser de l'espace en partant. C'est souvent le problème des gens qui débutent, c'est qu'ils oublient que quand on va couper notre boîtier, on perd du bois. Donc, il faut laisser de la place pour faire. Il faut se donner un jeu un peu. Donc, on va faire ça. Donc, ça va être notre milieu. Puis, on va le faire un bon, je dirais, moi, un quart fort, comme on dit, là. Fait que ça va être nos mesures. Donc, là, on va avoir notre base, on va avoir notre couvercle, puis on va avoir le joint entre les deux. On est à 2 pouces. 2 pouces, fait qu'on va faire notre tenon. Nos 3 tenons, en fait, là. Là, demandez-moi pas à quelle vitesse que je tourne, là, parce que c'est un one-way, donc je tourne à 5, là. C'est probablement à 1500 tours, quelque chose comme ça, juste le feeling, là. Donc, on va y aller troncoir standard. Lui est mince, on pourrait en avoir un plus large. Et on va y aller, on va descendre. Et là, c'est quand on ne fait pas le ABC, c'est ça que ça fait, là. Quand vous tournez des fois et ça fait ça, c'est parce que vous n'étiez pas à côté avant.
Donc, on va descendre. Là, je ne suis pas à 2 pouces pantoute. Donc, on fait notre tenon. Voilà. Moi, j'ai des mâchoires en queue d'aronde, en dovetail. Ça fait que je vais faire mon tenon un petit peu plus petit à l'intérieur. L'autre façon de faire des tenons, c'est qu'on peut le faire avec la plane. La plane, ça marche super bien pour faire des tenons. Je m'en viens comme ça. C'est très efficace. Et l'avantage, c'est que j'ai déjà mon dovetail. Parce que la plane a à peu près 10 degrés, plus ou moins, dépendant comment vous l'aiguisez. Donc, j'ai déjà mon dovetail en partant. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus efficace. Donc, j'ai fait mes deux mortaises, mes 2 tenons en dovetail. Je vais couper la partie du milieu. 2 pouces et 3/8, ça marche pour ça. Mais là, l'idée, c'est de vous garder une sécurité que quand on va faire notre couvert, d'avoir assez de place pour faire l'épaulement pour votre boîtier, pour être capable de le fitter comme il faut. Donc, on va faire le tenon du milieu à 2 pouces et 3/8. Et là, OK. Donc, à 2 pouces et 3/8. 2 pouces et quart. 2 pouces 3/8. La même chose. Et là, on va faire un tenon. On fait un tenon carré, là. Parce qu'en fait, ce n'est pas un tenon qu'on fait. C'est la prise entre le boîtier, entre le bas et le couvert. Je ne suis pas obligé de faire ça en dovetail. Je fais ça carré, là. Ça va servir de. Fait que là, je vais descendre. Évidemment, si j'avais un tronc-croix de 3/8, là, je ferais juste une coupe, là. Mais là, vu que c'est mon kit de voyage, j'ai juste un petit tronc-croix. Mais si j'avais un tronc-croix de 3/8, ça serait une pause. Vous avez des questions, gênez-vous pas parce que c'est le temps de poser des questions. Bon, OK. Fait que là, on a fait notre tenon. Bien, c'est pas le tenon, en fait, c'est le joint entre le haut et le bas. Puis là, ce qu'on va faire aussi, dans ce cas-là, c'est pas pire. Le grain va être facile à identifier. Mais mettons que je faisais ça sur un boîtier complètement en érable clair. Lorsque je vais fitter mon couvert, c'est toujours dur d'aligner le grain. Fait que ce que je fais, c'est que je me fais des lignes avec le porte-outils. Fait que là, je vais être capable de réaligner mon grain éventuellement parce que je vais voir les lignes. Parce que dans du bois clair ou dans un bois foncé comme ça, c'est pas évident de réajuster le grain. Donc, on va faire. Vous allez voir que c'est important de réaligner le grain parce que le boîtier, quand on veut l'avoir, on veut l'aligner, on veut que les plans, comme là, il n'est pas dans le bon plan, il devrait aller comme ça, même pas quelque chose comme ça. Vous allez voir, je vais vous donner un truc plus tard, comment le. Non, ce que je fais, c'est que je prends mon poinçon, puis je mets un petit point dans le. Je vais mettre comme ici un petit point quelque part. Là. Il est ici. Ici, j'ai un mini point que j'ai fait avec mon poinçon. Et j'en ai un autre sur le rebord qui est ici. Tu vois ce que j'ai fait là, avec mon poinçon? J'ai fait un petit point ici. En fait, ce que j'avais fait, je l'avais aligné comme il faut, puis j'avais mis un masking tape pour me rappeler c'est où. Donc, j'ai fait un petit point. J'ai fait un petit point là et j'ai fait un petit point correspondant dans le couvert. OK. Et quand je le ferme, j'aligne les 2 points. Puis j'ai le bon plan d'avoir les deux surfaces parallèles. Parce que si je ne l'indexe pas, ça fait ouvert. Alors que si je l'indexe, il va être dans le même sens. Puis même quelqu'un qui est aveugle, il peut trouver les 2 points à la sensation. Oui, mais là, il faudrait en mettre 6-7, je ne sais pas le braille, là. Non, mais en général, c'est surélevé en braille. C'est pas. Donc, c'est ça qu'on va faire. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser le tenon parce que c'est ça qui va nous servir de couvert. Donc, on va avoir une pièce comme ça. Donc, on veut laisser le tenon de ce côté-là. Là, je vois Steve qui a le micro. Y a-t-il une question? Non, je
Parce qu'il y a quelqu'un qui disait qu'il ne m'entendait pas. Là. Je ne sais pas si OK? c'est mieux maintenant. Bon, ben, OK. Jean-François maintenant. OK. Donc, là, on veut laisser cette partie-là du tenon pour être notre couvercle, si on fait le couvercle. Vous pouvez décider de faire votre couvercle dans l'autre sens, là. Vous pouvez décider de faire votre boîtier avec la bordure, la bordure sur le. Moi, je préfère les boîtiers que la bordure est en dedans parce que quand il est ouvert, tu ne vois pas le rime. Puis tu ne risques pas de le casser comme ça non plus. Il est cassé. Fait. On va faire ça comme ça. Donc, on va laisser la partie en haut. Et là, il y a souvent qui ont de la misère quand ils font leur boîtier, quand ils viennent pour réajuster leur couvercle au boîtier, d'avoir la bonne mesure. Là, on prend soit un vernier ou bien soit une pointe, puis on essaie de le mesurer, etc. Ça fait que, il y a une façon de le faire, c'est de se laisser un petit peu d'espace. Donc, ce que je vais faire, parce que là, je vais couper mon morceau, là. Je vais le séparer éventuellement. Mais au lieu de le séparer et d'être à côté complètement contre le muret, je vais laisser une mini ligne. Fait que quand je vais aller mesurer être prêt à vider l'autre partie, je vais savoir où commencer parce que c'est le reste de mon tenon. Alors que si j'étais là, ça faudrait que je le mesure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement le couper. Au lieu d'être complètement à côté comme ça, je vais me laisser. Donc là, ce que j'ai fait, là, c'est que je n'ai pas fait une coupe franche sur le côté de mon boîtier. Je ne sais pas si on le voit là en voyant d'en haut, mais il y a un petit épaulement. Éventuellement, je vais l'effacer, l'épaulement. Mais quand je vais faire dans la prochaine étape, tantôt pour vider mon boîtier, ça va me dire comment partir. L'idée, c'est de le couper, mais il ne faut pas oublier que là, on est en tension. Fait que la scie, elle va jammer. Fait qu'on va relâcher un petit peu de tension pour être capable de le couper. Fait que là, on va prendre une scie japonaise comme ça, là. Puis, on va le couper. Voilà. Fait que là, on a nos deux parties, ma base puis mon couvert. C'est important de le marquer. C'est marqué base puis c'est marqué haut. Donc, en principe, quand j'ai fait ma base, j'avais mon gros bloc. C'était un peu comme ça. Je l'ai creusé, etc. Donc, ça, c'était. Si on imagine qu'il y a du bois là, j'avais mon fond bien creux, bien beau, tout beau. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que quand je suis arrivé pour faire je l'ai enlevé. Puis mes deux morceaux d'un côté de l'autre n'étaient pas identifiés. Fait que là, j'ai dit, c'est super beau, j'ai mis ça là-dedans. J'ai commencé à creuser, pas à creuser, mais à faire mon top. Et évidemment, il n'y avait plus de bois parce que mon trou est beaucoup plus creux dans la base que dans le couvert. Fait que c'est pour ça qu'on l'identifie base puis couvert. Et là, on va installer un mandrin. La plupart d'entre vous vont utiliser un mandrin avec des mâchoires numéro 2. Ça arrive avec toutes les tours. Tous les mandrins arrivent avec des mâchoires numéro 2. Et la particularité du mâchoire numéro 2, on ne peut pas avoir un tenon qui est plus creux qu'une demi parce que c'est la longueur des mâchoires. Fait que quand vous allez monter votre pièce, vous allez remarquer que, il faudrait l'ouvrir un peu plus. Vous allez remarquer que je vais la visser, puis après ça, on la changera. Je vous rappelle, quand on monte un mandrin, c'est qu'on ne le visse pas, on le tient et on tourne la manivelle, puis les filets s'engagent tout seuls. Et là, ça serait typiquement là, votre mandrin que vous allez prendre. Et vous ne serez pas capable de rentrer le tenon de 3/4 de pouce jusqu'au fond. Normalement, on ne fait pas ça. On dit toujours qu'il ne faut pas accoter dans le fond. Il faut accoter sur les épaules. Mais comme c'est là, on va le mettre dans le fond puis on va travailler avec comme ça parce qu'on a besoin plus tard pour être capable de le mettre de côté. Parce que c'est ça qu'on va faire tantôt, on va le mettre de côté. Fait que soyez pas trop indulgents. Là. Quand vous allez le monter, vous allez dire, ça ne marche pas, ce Moses de tenon-là, je ne suis pas capable de l'accoter. Mais ça devrait virer relativement droite. Fait que là, il faut faire des ajustements. Là. Il n'est pas droite, là. Moi, je n'ai pas fait la face. J'aurais pu faire la face. C'est ça, tantôt, quand tu as coupé la face, ça n'avait pas été fait. J'aurais pu faire la face, mais je ne l'ai pas faite parce que ce n'est pas ça que j'utilise. Mais quand vous allez arriver, là, il va falloir que vous l'essayiez. Ça va être essai-erreur. D'habitude, on fait ça comme ça. Là. Quand il arrête de vibrer.
Là, il n'est pas. Non. Là, c'est là, on peut regarder. Ben là, c'est le mieux. Et la façon dont on le voit, c'est que l'ombrage est minimisé, là. Et c'est là que mon panneau noir ou mon panneau blanc que je garde tout le temps au-dessus de mon porte-outil est très utile pour voir les ombres. Utiliser les ombrages dans le tournage, c'est très important. Donc, on va arrêter ça là. On va prendre le mandrin que moi, j'utilise. Mais ça fonctionnerait. Vous êtes capable de le faire avec un mandrin standard. Et là, c'est la même affaire. Si vous avez un record ou un nova, desserrez pas votre mandrin en utilisant la clé dans le socket. Ce n'est pas une bonne idée. Vous le mettez dans les mâchoires. Et là, ça le déborde sans. Parce que ça, là, ça vient que. Ça vient que, à un moment donné, si vous faites ça trop souvent, là, ça va égueuler. Là. Parce que ça, c'est une pièce qui est moulée. C'est un casting, ce n'est pas une pièce machinée. Là. Mais on me dit que Nova ne sont pas difficiles, puis Record aussi. Quand ça, c'est étriqué, là, ils vous en envoient d'autres. J'ai du monde qui ont juste envoyé une note à Nova, puis ils ont envoyé 2 clés neuves. Là. Mais le problème, c'est de les changer. Donc, moi, j'utilise une mâchoire beaucoup plus longue. Donc, ça, c'est un Chuck Vicmark. C'est australien. Et même chose, là, je ne vais pas visser mon mandrin. C'est la meilleure façon de briser la broche. On va le tenir par en dessous. On va tourner, puis il va rentrer tout seul. C'est la meilleure façon. Donc, ça, c'est des mâchoires qui me permettent, d'être plus loin du mandrin et aussi qui me permettent d'accoter des longs tenons comme celui-là. C'est une mâchoire à dovetail, mais dans ce cas-là, il y a 3 étapes. Il y a 3 pas de dovetail. Donc, on va mettre. Lui, je vais être capable de le mettre au fond. Puis lui, il va virer comme il faut. Et on ne gêne pas pour serrer. Voilà. Donc, on a notre boîtier monté. Et là, l'étape, ça va être de vider le boîtier. Mais mon petit épaulement que j'ai laissé, là, ça, c'est ma mesure. C'est le plus grand que je peux faire le trou avant que mon couvert soit lousse. Je vais commencer à le faire un petit peu. On voit que la ligne est là. Je ne sais pas si on le voit par en haut. En tout cas, peu importe. Mais on le voit assez bien, là. Ça va de cette façon-là. Là, il y a un mini épaulement, là. Je n'ai pas besoin de mesurer. Sinon, j'aurais pris mon caliper. Là, j'aurais été mesurer mon tenon. Mais ça, c'est un vernier, là. Je l'aurais mesuré. Puis là, je l'aurais marqué comme ça. Là, je n'ai pas besoin de le marquer parce que j'ai laissé une petite épaule. C'est un truc qui, ça. Si vous faites un boîtier, ce n'est pas grave de le mesurer, mais si vous faites une série de 25 ou 30 ou 40, là, c'est une étape de moins. Là, je m'en vais en creusage. Bon. Fait que là, j'ai mon. Supposons que c'est mon boîtier qui est là, mes mâchoires sont là. Évidemment, on pourrait dire, là, j'ai mon petit épaulement ici, là. Comme c'est là, ça ressemble à ça, ma pièce. Là. Il y a un épaulement. Là. Ça, c'est l'épaulement qui me dit que mon tenon, pour l'autre pièce, là, il est vis-à-vis ça. C'est ça ma mesure que j'aurais pris avec mon caliper. Là, et là je n'ai pas besoin de le faire. Fait que là, quelqu'un dit, ben là, c'est bien simple, je vais prendre une Forstner, puis je vais me percer un beau trou. Oui, ça va marcher, ça va être efficace. Mais ça crée 2 problèmes. Un, c'est que ça vous prend le Forstner de la bonne grandeur. Donc là, on est à probablement 2 pouces et 1,8. Là. Puis 2 pouces et 1,8, ça commence à faire pas mal de torque pour percer un trou de 2 pouces d'épais. C'est pas mal. Et l'autre désavantage aussi, c'est que ça donne des coins carrés. Donc, les choses ne sont pas sortables, dans le fond. Et il va y avoir une petite pointe. Et vous rappelez, les tourneurs, ce qu'on veut, c'est pas que personne ne sache comment on a monté et comment on a percé. Il ne faut pas laisser de traces. L'alternative, c'est de le vider. Vous pourriez toujours tricher et de couper à moitié comme ça et à la gouge, aller finir votre fond. Là, ce qu'on veut, c'est l'intérieur les fonds sont ronds. C'est beaucoup plus facile d'aller chercher des choses dans le fond. C'est beaucoup plus cute aussi. Dans ce cas-là, ce n'est pas assez creux pour se donner le trouble de monter une Forstner dans un Chuck Jacob, de l'ajuster, de le percer. Ça va aller bien plus vite avec une gouge. Et là, on va vider, on est en bout de grain. Donc, on va aller vider notre boîtier. Comme ça, on va se débarrasser
de la contrepointe parce qu'elle va être dans le chemin. On va prendre notre parting tool qui est rendu ici. Et on va faire une marque, premièrement, pour partir. Parce que si je m'engage tout de suite avec ma gauche, j'ai des bonnes chances qu'elle parte de côté puis que je perde ma marque. Fait qu'on va juste partir puis on va se mettre un petit peu à l'intérieur pour l'instant. On va se donner de la place. Donc là, j'ai fait mon trou un petit peu plus petit que je devrais. Puis je vais finaliser le fit plus tard. Fait que là, on va creuser. On va creuser, on est en bout de grain, donc les fibres sont comme ça. Donc, ce que je veux, c'est d'être capable de rentrer puis faire une coupe pour supporter. Si je rentre de l'extérieur vers l'intérieur, je suis toujours à me battre contre les fibres. Si je rentre de l'intérieur vers l'extérieur, je suis avec les fibres. Fait qu'on on va partir comme ça. Donc là, on a besoin de pas mal de vitesse, le plus vite possible. On est au centre, on utilise la gouge comme une mèche, comme un forêt. Donc, on va se présenter à l'intérieur. Et je fais juste pousser. Donc, ça sert de forêt. Et là, le truc, c'est que la main gauche, elle ne bouge plus. C'est un pivot. Je vais utiliser le coin de ma gouge seulement. Je n'utilise presque pas le côté. Je prends juste là la pointe gauche. Et je vais juste m'en aller comme ça et je vais juste vider. Fait que je m'en viens comme ça. Et là, je suis rendu au fond. Je continue mon trou. Et là. Évidemment, je ne veux pas avoir mon outil ouvert parce que l'aile de côté va accrocher beaucoup. Fait que je me campe de côté et là, je vais aller finir mon côté. Et là, moi, je ne regarde pas ma gouge, je regarde le résultat de l'autre bord. Ça ne donne rien de regarder la gouge. Là, la gouge, elle sait quoi faire, elle. Il faut savoir. Fait que moi, ce que je regarde, c'est le résultat de l'autre côté, du côté droit. Ça me rappelle aussi une anecdote. J'ai donné un cours de bol à un moment donné, puis j'ai dit à la personne, j'ai dit, on va couper notre bol et on va y vider par la gauche. Il m'a demandé quand est-ce qu'on vide le côté droit. Je l'avais trouvé bien drôle, mais je pense que c'était pas une joke. Donc, on continue. On va comme ça. Et là, je rapproche du bord et je regarde où je suis rendu là. Et là, je vais arrêter, puis je vais commencer à essayer mon couvercle qui est ici. Et vous voyez, là, avec cette coupe-là, je n'ai pas besoin de sablage à l'intérieur. Là, je commencerai probablement là, à 240 à sabler parce que ça m'a fait une coupe. Vu que je m'en viens avec les fibres, ça n'arrache pas de fibres, ça coupe très, très... C'est comme si j'avais un rabot dans le sens du grain. Donc, je vais m'en aller là. Et généralement, je l'ai du premier coup. C'est une joke. C'est rare que je l'ai du premier coup. Mais c'est parce qu'on voulait sauver du temps matin. Mais là, le grain, il n'est pas aligné, par exemple. Là. Regarde, j'ai mis une petite ligne, là. Regarde, tu vois, pour faire satisfaire Steve, là. Les deux lignes sont là. Voilà. Et là, on veut l'avoir serré. Parce que tantôt, on va déplacer ça. On le rajustera plus tard parce qu'on ne veut pas avoir un boîtier trop tête, c'est pas pratique. Fait que là, on est correct, mais là, il ne va pas jusqu'au fond. Là. Il y a un gap, là. Ça, c'est pas moi, c'est parce que je n'ai pas creusé assez. Là, je vais le finir. Mais on veut l'avoir comme ça. Fait qu'avec avec le temps, vous allez réussir à le faire. Et là, je pourrais aller un peu plus creux, mais ce n'est pas nécessaire pour ce matin. Là. Mais l'idée, c'est qu'on peut leur donner un petit coup pour voir bien la technique. Et là, je vais rapprocher mon porte-outils parce que je veux avoir le moins de porte-à-faux possible. Lorsque j'arrive plus creux qu'un pouce et demi, là, je vais changer ça sur une gauge à détailler 3,8. Je vais probablement changer à une gauge à détailler d'une demi pour avoir moins de friction. Fait que là, je m'en viens. Quand je perce, là, je ne perce pas à l'horizontale. Hein, je perce la gauge à 45. Vous voyez, je m'en vais là. Voilà. Là, on a amené de la lumière. Je pense qu'on voit relativement bien. Je vais arrêter si on fait un gros plan encore de côté, là, pour que vous voyez la position de la gauche quand elle est dans le trou. Puis,
Vous voyez comment ma gauche allait. Ma gauche n'est pas comme ça. Si je mets ça comme ça, c'est catastrophique. J'ai tout le côté de la gauche qui va accrocher dans le côté du bois. Fait que je la mets à peu près à 45 et je m'en viens tranquillement et je viens finir mon devant. Là, je vais avoir à faire un peu de travail sur la façade parce qu'il me reste encore là, mon mini tenon. Donc, on va le faire. Une bonne façon de le faire, c'est avec la plane. Puis, on peut juste refaire le côté, le devant pour le mettre droit. Voilà. Et ce qu'on essaie de faire aussi quand on fait des boîtiers, c'est d'avoir les épaules un petit peu vers l'intérieur. Ce qui fait que quand on ferme notre boîtier, il n'y a pas de gap. Parce que si mon boîtier... je vais prendre ma planche que j'ai perdue. Ici. C'est ça? Bon. Alors, si j'ai la fin de mon boîtier qui est comme ça, mettons que ça, c'est le bout, c'est l'ouverture, ça, là. Si je le fais plat, puis quand je vais arriver avec mon couvert tantôt, si je le fais plat, s'ils sont parfaits à 90 degrés, je vais avoir une fermeture complète. Mais en général, là, il peut être comme ça, puis si lui est comme ça, là, j'ai un gap, là. Parce que quand je vais appuyer mon couvert, il va descendre là. Oh, je pense avoir l'autre couleur. Et mon couvert, il va descendre là, mais j'ai comme ça. Je vais avoir un gap ici, il va fermer là. Moi, ce que je veux, c'est le contraire. Je vais être capable d'avoir, je vais exagérer, je vais avoir mon couvert qui est ouvert, ma base qui est ouverte, puis mon top qui est fermé. Fait que si jamais je ne suis pas tout à fait parfait, bien, le gap, il est en dedans. Il n'est pas dehors. Fait qu'on essaie toujours de fermer nos couverts, pas les faire carrés, mais les faire un petit peu par en dedans. Conique par en dedans pour être capable de fermer à l'extérieur. Ça, c'est mon extérieur. Donc là, on a fait ça. J'ai fait ma face avec la plane. Donc là, ce que je ferais, c'est que il devrait fitter encore. Pour Steve, on va bien aligner le grain. C'est important. Et là, j'en ai plus de gap. Et là, ça tient. Si je la mets, je l'aurais mis trop lousse, ce qui est peu probable, mais ça va arriver des fois qu'on est un petit peu généreux. Vous savez, la dernière coupe, là, c'est toujours celle qu'on ne devrait pas faire. Et quelqu'un qui va dire « Ah, je devrais être un petit peu... » Donner un coup, là, c'est beaucoup trop lousse. Fait que la solution, c'est de... C'est rare que les tourneurs en magasin chez Canadian Tire, là, mais on pourrait aller chez Canadian Tire dans ce cas-là pour aller chercher du papier Scott Tower. On peut prendre au IGA, n'importe où, c'est pas important. Là. Et à ce moment-là, on en fait un gasket. Si c'est encore trop lousse, et là, je vais prendre mon Scott Tower, je vais le mouiller. Et je vais le mettre là, puis je vais attendre 2-3 minutes, puis je ne serai plus jamais capable de le sortir de là tant qu'il n'a pas séché. Parce que là, il va prendre l'expansion, puis ça va le serrer. Mais ça, là, ça serait assez raide pour tourner mon boîtier sans avoir de contrepointe, tellement ça tient. Donc, c'est une façon. Il y a quelqu'un qui m'a proposé à un moment donné, tu devrais mettre du papier sablé, papier sablé là, caoutchouté, là, comme ça. Là. Sauf ce qu'il n'a pas pensé, c'est que ça agrandit le trou. Le papier sablé, là, il va agrandir le trou, puis là, ton couvert va être lousse. Donc là, on a notre base. À ce moment-là, je la sablerais puis je la finirais, ma base. Parce que j'ai accès à ma base. J'aurais plus accès après. Fait que là, je la vernirais. Souvent, je les finis, mes boîtiers, je les finis au Shellac Wax puis au Ultra Shine. Puis, c'est la meilleure façon de finir. Fait qu'on le finirait à ce moment-là, puis on avancerait. Fait que là, on a fini notre base. Là, on va monter le... Fait que là, notre base est terminée. On va aller monter le couvercle. Et là, il ne faut pas se tromper. Il faut mettre le tenon et non l'épaulement qui sert au couvert. Donc, le tenon s'en va dans notre mâchoire. On va faire ça. Là, on sait que ça, c'est notre couvert. Puis, on sait que ça, c'est notre épaulement. Il ne faut pas le recouper si on a besoin. Fait qu'on va aller vider le milieu. On va vider le milieu de la même façon qu'on a fait pour vider le boîtier.
Donc, on va partir, on travaille en bout de grain. La gauche à détailler, on s'en va au milieu. Okay. Donc là, ça devient mon rebord, ma prise pour mon couvert. Et c'est là que je peux maintenant m'amuser à faire des détails si je veux dans mon... Si je veux avoir un couvert qui a un petit détail. À ce moment-là, je le sablerais, je le vernirais, ou je pourrais prendre un outil à texturer, puis faire une spirale dedans, le genre l'outil ELF ou un Chatter Tool. Donc, l'idée, c'est de bien finir l'intérieur de votre boîtier pour que ce soit... Ça donne l'impression que, pas juste l'impression, mais pour que ce soit une pièce qui est terminée. Et là, on va faire la forme de notre boîtier à l'extérieur. Pour ce genre de boîtier-là, c'est toujours une bonne idée d'avoir une forme qui est cintrée. Au lieu d'avoir un cylindre, là, on peut s'organiser pour avoir une forme qui est cintrée. Donc, là, on va juste cintrer notre forme. On va le faire, on pourrait le faire avec une gouge à détailler. Moi, je vais le faire avec une gouge à dégrossir, ça va plus vite, là, mais ça ne dérange pas. Il y en a qui ont de la misère à faire des arcs, à faire des choses cinglées. Cinglées, oui. Cintré, c'est un peu cinglé, mais on va le faire cintrer. C'est parce qu'ils essaient de faire leur courbe là, en travaillant avec. Ce qu'on fait, c'est qu'on sert de notre corps comme pivot. Fait que je vais m'installer, puis je vais faire marcher ma gauche dans ce sens-là. Ça va me donner un arc. Au lieu de la promener, on va la faire tourner. On va s'installer comme ça. Et là, il ne faut pas oublier non plus, il faut se rappeler que comment on avait d'épaulement, parce que je ne veux pas faire mon cintrage plus petit que l'épaulement de l'accotement du boîtier. Je ne sais pas comment j'avais, là, mais dans ce cas-là, là, j'ai peut-être 5-16. Ça veut dire que je peux descendre probablement là, un 8 fort, comme on dit, de cintrage. Évidemment, si vous avez fait votre boîtier plus gros ou votre trou plus petit, vous êtes plus de cintrage. Sauf que vous allez remarquer que si vous en faites quelques-uns de ceux-là, lorsqu'on va le mettre croche, plus vous avez de cintrage, plus le trou du milieu doit être petit parce que là, on creuse en s'en allant en pointe. Donc, on va tourner à l'extérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma hanche au centre du pivot et je vais juste faire tourner ma gauche comme ça. Juste faire un arc et ça va faire un arc. On voit, on ne touche pas. Là. Tranquillement, pas vite, je fais un arc. C'est un bon danseur, Louis, on te voit à l'écran de profil. C'est vraiment bon. Voilà, j'ai fait un arc là, qui est complet. Il n'y a pas de bosse dedans. Puis je l'ai fait parce que j'ai pris mon pivot était sur ma hanche et j'ai juste bougé ma gauche dans ce sens-là. J'aurais pu essayer de le tailler en ayant sur le biseau, mais là, ça va faire des vagues. Alors que là, je suis arrivé comme ça. Là, je vais essayer de ne pas en enlever trop. Mais je suis à côté sur ma hanche. Mon corps ne bouge pas, mais je fais juste un pivot. Et voilà. À ce moment-là, ce que je ferais à cette étape-là, parce que quand on fait des choses désaxées, il faut toujours penser, est-ce que je vais être capable de le ramener dans le même axe pour faire la finition, le sablage et la finition. Donc là, à ce moment-là, normalement, mon intérieur est déjà sablé, déjà verni. Mon intérieur de couvercle est déjà sablé et verni. Et là, je vais sabler et vernir mon extérieur. Parce que tantôt, quand je vais me mettre de côté, je ne peux plus retourner. On va faire ça comme ça. Fait que là, on a notre forme générale de boîtier. On a fait cette forme-là, qui est un cylindre cintré. Et là, on va switcher par en haut. Ça va être plus facile. On peut-tu? Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre boîtier. Et là, il est comme ça. Comme c'est là, notre boîtier, il est égal. Là. Et là, il faut que j'aille couper ça et ça. Il faut que je m'organise pour être capable d'aller faire ce. En fait, lui, il n'est pas à bonne place. Là, il devrait être comme ça. Là, mon boîtier, il est comme ça. Le centre, là, il passe là. Mais là, je vais être capable d'aller couper ça et ça. Et c'est là ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre boîtier,
qui est comme ça et on va le déplacer dans la mâchoire et on va aller prendre la pointe et on va aller l'appuyer à l'extérieur. Dans les instructions, je dis de déporter d'à peu près à mi-chemin sur le tenon. Fait que si on reste en haut, ça c'est à mi-chemin. Fait que là, je vais démancher ma contrepointe pour l'instant. Puis je vais desserrer mon mandrin. Et là, je vais tout simplement tasser. Là, je ne sais pas si on le voit en haut. Je vais tasser dans les mâchoires. Dans le cas de ces mâchoires-là, je vais avouer que je prends celle-là pour une raison, c'est que dans la première coche, parce que ma mâchoire, elle a des dovetails sur toute la longueur en dedans et en dehors. Fait que je suis capable de la coter sur la première mâchoire et ça me donne assez de tilt pour le faire. Donc là, je l'ai déplacé comme ça. Là, j'ai plein de prises avec cette mâchoire-là. Si j'avais le choc que la plupart d'entre vous vont avoir, je serais dans une situation là, où je suis pas mal sur le bord. Mais c'est pas grave, c'est pas catastrophique. Là. Le pire qui va arriver, c'est que vous allez le retrouver au plafond. Là. Mais vous allez être installé, là, un peu comme ça. Ça va être vraiment là, vous allez être vraiment sur le bord. Et en autant que vous avez un 16, là, vous êtes bon. Ça va tenir. Et l'avantage d'avoir des Shark Jaws comme ça de Vicmark, c'est que je suis bien appuyé. Donc là, on va, avant de le serrer, je vais m'assurer que ma contrepointe, j'ai encore du matériel. Je ne veux pas le faire au point où, comme là, j'ai bien du jeu, là, mais si j'avais été à l'extrême, là, j'aurais... bon. On va couper ça au montage. Ah, il n'y a pas de montage. Hein? Mettons que si je l'avais mis vraiment, là, vraiment, je vais être cowboy, là. Mais ça ne marcherait pas parce que je ne suis pas capable d'y mettre ma pointe. J'ai besoin de l'appuyer, là. Fait que, comme je dis, avec ce mâchoire, avec ce mandrin-là, je l'accote sur un joint entre deux mâchoires, mettons entre 1 et 2, et je laisse le gap entre 3 et 4. Et dans ce cas-là, moi, je vais l'appuyer parce que ça marche avec le mandrin. Louis? Oui. Dans le fond, là, la référence, je comprends la ligne là, sur le tenon, là, mais c'est où ça arrive sur la contrepointe, si tu as assez de matériel pour Ouais, le tu veux te tenir, laisser du finalement. matériel. Ouais. Et c'est là que, comme là, j'utilise un Steb Live Center, puis j'utilise le petit. Mais si j'avais un gros, je risque probablement là, d'arriver à moitié chemin. J'essaie de trouver mon autre. Là. J'arriverais probablement, en autant que la pointe est engagée dans le bois, là, elle peut être dehors, là, ça ne dérange pas. Mais plus la pointe est. Mais il ne faut pas prendre une pointe qui n'a pas d'appui. Un Live Center cheap, là, qui a juste la pointe, là, qui n'a pas d'accotement. Là. C'est parce que là, je vais creuser, ça vibre, ça là. Fait que ça prend un qui a au moins un appui là, comme ça. Parce qu'il y a des pointes, c'est juste un triangle, là. Comme une pointe de flèche, ça va continuer à creuser. Là. Fait que là, ça va fonctionner. Fait que là, je vais prendre ma contrepointe, je vais l'accrocher là. Et c'est là que ça commence à être le fun. Alors, Jean-François, je veux dire merci pour ton enthousiasme, ton implication, ta dévotion, ton sens de la responsabilité, de ton ouverture à faire quelque chose qui fonctionne d'une façon impeccable. Tu es toujours en mode solution. C'est assez impressionnant de te voir aller. Alors, comme je disais il y a quelques instants, le Conseil a décidé de te rendre hommage, en fait. Et ça me fait plaisir ce matin. Et tenant, on va ouvrir ça. De te remettre. Oui, oui. Alors, ça n'arrivera pas à grand-chose autre que de ne pas renouveler ta carte de membre. Alors, ce matin, ça me fait plaisir de te remettre ta carte de membre à vie de l'Association des tourneurs sur bois du Québec. Alors, si tu viens de te sauver d'une tâche jusqu'à la fin de tes jours, c'est celle de
renouveler ta carte de membre annuellement. On te souhaite de vivre vieux et heureux. Oui, c'est ça, exactement. C'est le même souhait que je me fais. Écoute, je t'en souhaite de longues années productives et heureuses, puis tu le mérites amplement parce que, encore une fois, Jean-François, non seulement il a fait ce projet-là, mais depuis qu'il a commencé à s'impliquer à l'association, montage, démontage de la salle, il fait à Télésino, il a fait le projet. Il est là la veille, il est là le lendemain. C'est assez impressionnant, puis je pense que ça mérite d'être souligné. Alors, donc là, on va continuer. Notre boîtier a été monté, il est désaxé. Et je vais m'assurer que mon mandrin il est solide et très solide. Parce que là, je l'avais mis juste pour ajuster ma pointe. Évidemment, plus vous allez le déporter, plus le couvert il va être décentré. On peut aller à l'extrême. Là, il y en a un qui est très proche du bord. Celui-là, il est pas mal proche du bord. Donc, on l'a déporté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait qu'on était probablement là, carrément là, dans le joint du tenon là, pour aller loin de main. Évidemment, plus il est long aussi, plus il va être déporté. Là. Je ne vous conseille pas de faire un fleuron de 6 pouces de long, là, parce que là, vous allez rapporter le boîtier probablement là, 12 pouces hors centre. Là. Fait qu'il faut faire attention. Fait que faites-le pas trop décentré pour commencer. Évidemment, là, il n'est plus au centre. Vous n'avez pas trop porté attention à ce que vous faites. Et là, vous êtes prêt à tourner, puis votre porte-outil, il est comme il était tantôt. Donc, là, je l'ai déplacé, mais là, votre porte-outil, il était probablement, quand j'étais au centre, votre porte-outil était comme ça, je tournais de même. Là. Évidemment, là, si je pars le tour, là, ça va tout arracher. Parce que là, je déporte là, pas mal. Là. Je déporte, ça c'est l'extrême. Ça, c'est l'extrême. Donc, je suis déporté presque 2 pouces. Je m'en viens là, je m'en viens là. Fait que, tu vois, là, j'ai un bon pouce et demi. Là, fait qu'il faut s'ajuster avec le genre. Et là, on va aller travailler le couvert. À la base, elle va rester droite. C'est le couvert qu'on va couper. Là. On va le couper comme ça. Évidemment, quand je suis dans cet angle-là, quand je vais tourner, vous allez voir avec le crayon, là, ça va vous prédire un peu ça va être quoi l'angle de la base. Parce que ça, c'est mon nouvel axe. Ici, c'est mon nouvel axe. Ça. Si je fais tourner le tour, là, vous voyez, c'est mon nouvel axe, ça, là. Puis là, il n'y en a pas d'axe pour l'instant, à l'autre bout. Là. Fait que là, ça va être la même affaire ici. Je vais me prendre je veux essayer à la partie la plus basse, qui est cette partie-là. Ça, c'est la partie basse de votre. Ça va être parce que là, on est comme ça, on va le couper. Là. Ça va être cette partie-là. Mais ça va correspondre aussi à la partie basse du couvert. Fait que je vais essayer de me garder de la place. Fait que probablement que ma ligne de coupe, là, elle va être quelque part comme ça, ici, là. Plus ou moins, là. Plus ou moins. Mais ça va arriver à peu près. Genre. Tu sais, genre comme. Les ados parlent de même. Tu sais, genre comme. T'en plein ça. Fait que ce que je fais, c'est que je vais commencer plus à droite. Puis je vais l'arrêter, je vais regarder, je vais donner une autre coupe, une autre coupe, une autre coupe. Fait que là, on s'en vient avec vraiment, là, c'est la partie le fun du projet. C'est la partie où on va créer le couvert croche, puis le fleuron dans une pièce. Et évidemment, mais là, si on regarde ça comme ça, on va couper ça de même. Donc, ma pointe est là, est dans la tête du fleuron. Fait que plus je m'en vais comme ça, plus je suis au centre. Si je m'en vais comme ça, plus je suis dépassé comme ça. On va faire ça comme ça. Moi, j'utilise une gouge à bol pour faire ça. Et si je peux la trouver. Je pourrais utiliser une gouge à détailler. Je ne vous conseille pas d'utiliser une plane. En décentré, la plane, c'est un défi comme tel. Donc, on essaie de ne pas trop faire des planes parce que la plane va devenir une plante, parce qu'elle va planter royalement quand. Parce que là, on n'oublie pas que la plupart du temps, je suis dans l'air. Là, je vais couper du bois ici, mais à partir de ma coupe, là, je suis dans l'air, dans l'air, dans l'air. Et c'est là que votre position est hyper importante. Si vous n'êtes pas stable, vous avancez, vous reculez. Là, quand je vais arriver dans l'air, comme là, j'ai fait ma coupe. Si je ne suis pas stable, bien là, ma gouge, elle va avancer. Pas de problème, je suis dans l'air. Mais quand je vais arriver dans le bois, là, ça va planter.
C'est pour ça que ça va, probablement qu'il va démonter, là, parce qu'il est tenu juste de là, là, on ne veut pas faire ça. C'est pour ça que mon principe d'avoir un triangle, là, puis d'être fixe, d'être bien appuyé. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à tourner les pieds perpendiculaires autour. Ils tournent de côté comme ça. Tu sais, là, mes épaules sont comme ça. Et ça, ce n'est pas très stable parce que tu peux balancer comme ça. Alors que si je suis presque parallèle au centre de ma pièce ou de ma coupe, là, je suis capable de bouger les genoux, gauche-droite. Puis là, je suis capable de me déplacer. Puis mon triangle, ça ne bouge pas. C'est la même chose que vous ayez un guide sur un banc de scie. Toute la partie est là, fait que je fais juste me bouger de gauche à droite. C'est beaucoup plus stable. Et c'est ce qu'on veut en travail hors centre, c'est de ne pas bouger la gauche avant-arrière. Parce qu'elle va avoir tendance à rentrer dans le vide quand j'arrive dans le vide. Quand je reviens dans le bois, j'arrache tout. Fait qu'on va être stable de cette façon-là. Fait qu'on va s'installer pour être stable. Et c'est là que le jeu d'ombre est important. Peut-être qu'on... Je ne sais pas si ça passe avec la tablette. Je ne suis pas sûr. Parce que là, je ne sais pas si ça va accrocher. Ah, ça risque d'accrocher. Oui, ça accroche. OK. C'est là que quand on a un fond, on peut bien voir le jeu d'ombre que ça va faire. Et dans ce cas-là, on n'en a pas, fait qu'on va faire ça comme ça. Donc là, ça va tourner. Là, je vais placer mon porte-outils et je vais essayer de le prendre pour que j'ai le minimum. Puis là, je vais le déplacer souvent. Et vu que je m'en vais comme ça dans ma coupe, je vais essayer de mettre mon porte-outils un peu de côté pour avoir la meilleure prise que je peux. Et là, je vais essayer de me mettre le plus proche possible. Et là, je vais couper comme ça. Là, je vais m'en venir comme ça, pas la gauche ouverte, la gauche à moitié fermée. Et en étant bien positionné, tout ce que je fais, c'est que je plie mes genoux. Il n'y a plus rien qui bouge. Mes épaules, mes mains, tout avance comme ça. Fait que là, on va le partir, on va s'assurer que ça n'accroche pas. Et là, c'est là que la vitesse est importante. Moi, sur mon tour, quand je suis rendu à cette étape-là, là, je monte ça à 3000 tours, 3200 tours. Parce que la vitesse fait que ce qu'on appelle le air gap, la portion que vous êtes dans les airs, est plus courte. Si je m'en vais tranquillement, là, je suis longtemps dans les airs. Si je vire à 3000 tours, l'espace air est beaucoup plus court, fait que ça me permet. Donc, on va le partir. Et là, on voit, là, je le sais, moi, que là, on a-tu la vue d'en haut? On voit l'ombrage. Je sais que le bois, il commence là à peu près. Le bois, il est là. Mais si je regarde, là, il y a deux gaps. Là. Il y a un gap là, puis il y a un gap là. Donc là, je vais travailler avec mes ombrages. Je vois quand même ma ligne et là, je vais partir. Et ceux qui ne sont pas habitués à faire du hors-axe, du décentré, ou même quand vous faites leur bord d'un bol, une bonne façon de trouver où est le bois pour commencer, c'est d'y aller de reculons. Fait que là, on va savoir à peu près la bonne distance. Fait que là, on peut y aller dans ce sens-là. Parce que si je vois comme ça, je ne sais pas où est où le bois. Fait que je vais y aller de reculons. Et là, je le sais, au pire, ça fait juste ça, ça fait juste m'accoter, mais je sais que le bois, il est là. Fait que là, je vais m'en venir comme ça, et là, je vais être capable d'y aller. Et là, je fais juste avancer, je vais juste plier mon genou d'en avant, mon genou droit. Il y a un ralenti là-dessus, un break, hein? C'est le switch par là-bas. En tout cas. C'est le reverse, ça? Ah, il n'y a pas besoin. Je pensais qu'il y avait un ralenti. Non, il n'y a pas. Donc là, j'ai commencé, vous voyez, j'ai fait une couche. J'ai fait une première coupe qui m'a commencé à me donner le plan qui va être le plan qui est avant le bouchon. Là. Fait que là, on fait le plan, la partie la plus plate là, est là. Fait que là, comme c'est là, je tourne de même. Fait que je suis en train de faire cette partie-là ici. Tranquillement, pas vite. Évidemment, le finial, il va être au bout, là, le fleuron. Donc, on va continuer à en enlever. Et là, j'ai la chance de rapprocher mon torte-outil parce que là, j'ai un plan de référence là, que j'ai déjà coupé. Donc là, je vais me rapprocher. Puis ça devrait éclairer parce que là, je le coupe, ce plan-là. Et en allant vite avec une gouge à bol, la raison que je prends une gouge à bol, c'est parce que j'ai beaucoup de métal sur les côtés. Si j'allais prendre une gouge à détailler, petite gouge à détailler comme ça, je n'ai pas beaucoup de métal sur le côté, donc ça va induire de la vibration.
Fait que là, je vais prendre, la gouge à bol me permet d'avoir beaucoup de métal sur le côté. Donc, on va y aller comme ça. Et là, je vais continuer. Je peux y aller de reculons si je ne suis pas sûr. Je m'en viens. Et encore là, je suis en train de faire un arc. Et ça va arrêter à un moment donné. Et là, j'ai fait mon couvert. Et là, pour être bien honnête, là, probablement que je n'aurais même pas besoin de sabler. Là. Ça va tellement vite, puis c'est tellement coupant que là, probablement que j'irais à 320. Là, parce que je suis en bout de grain, puis je suis avec le grain comme ça, puis je coupe comme ça. Donc, je vais continuer à rapetisser ici, tranquillement, pas vite. Et vous avez remarqué aussi que ma courbe, là, je la fais avec mes hanches. Je ne la fais pas en faisant ça avec mon bras, je la fais avec mes hanches. C'est beaucoup plus smooth. Fait que là, je présente mon biseau, je recule, je sais que le bois il est là, je recommence. Vous voyez, quand je fais mon biseau, c'est tout moi qui bouge. Là, j'arrête. Il faut arrêter souvent pour savoir où on est rendu. Là. Vous voyez, en haut, j'ai trouvé maintenant là, l'appui du bouton, la courbe. Là, je suis là, je sais que je suis rond rendu là. Donc là, on va aller par en. OK. On le sait maintenant là, que là, j'ai établi cette partie-là. Il s'agit juste de travailler la courbe maintenant et de rapetisser. Parce que là, je sais que la partie la plus mince de mon couvert est ici. Fait que là, j'ai presque 3/4 de pouce. Là. Fait que là, je sais que je peux rapetisser mon couvert, le rabaisser, donc refaire mon plan. Fait que je vais juste continuer à faire une autre coupe. Encore là, je vais y aller de reculons avec le biseau. Là, je sais que je suis dans le bois. Là, pardon? Bien, c'est ça qui est important. C'est que quand je fais ça, je fais pas ça. Si je ferais ça, là, ça va tout donner des coches parce que c'est pas régulier. Puis, en n'étant pas appuyé, ma gauche, non seulement elle vire de gauche à droite, mais elle bouge de haut en bas. Alors que là, si je suis à côté, je suis sur ma hanche, c'est l'idée d'avoir des poignées longues aussi. C'est un des avantages des poignées longues. Et là, je m'en viens comme ça. Et là, c'est tout simplement moi qui bouge. Donc là, je vais aller voir où je suis rendu avec mon couvert. Là, j'ai encore de la place. Je suis à peut-être 5-8 encore entre le joint, là. Le joint, là, le joint il est ici, là. Fait qu'il me reste encore bien de la place pour mon couvert. Fait que là, je peux continuer. Même chose, je m'installe, je recule pour voir où est le début du bois. Là, je rentre. Et c'est tout moi qui bouge. Fait que là, j'ai pas mal la forme que je voulais. Et là, on s'aperçoit que j'ai ma pente dans mon couvert, qui est comme ça. Si je ramenais mon chaud, je serais comme ça. Mais ça ici, c'est pas dans le même angle que ça. Là. Fait que là, je vais aller recouper ma base qui va devenir parallèle à celle-là. Il ne faut pas changer l'axe. Je vais avoir le top puis la base parallèle. Et là, je vais remarquer mon. Là, si mon grain serait déplacé, ce qui est arrivé un petit peu, là, c'est le temps de faire du fine-tuning un petit peu là, pour ajuster le grain comme il faut. Puis, grain, es-tu correct, Steve? Ah, c'est bon, OK. S'il le dit, je sais. Donc là, je vais continuer à finir mon petit bout. Une petite affaire encore. Là, vous avez remarqué que je m'en vais dans l'autre sens. Parce que je veux finir le côté pointu. Puis le côté pointu, quand j'arrive mince, quand j'arrive petit, si je m'en vais en sortant, je risque d'arracher le grain, de casser le grain. Fait que je vais aller comme ça et je vais aller le finir dans l'autre sens. Et c'est là que c'est important de ne pas regarder l'outil, mais de regarder en arrière à ce moment-là. Pour que la transition des deux choses soit ensemble, il faut que je le voie.
Fait que là, je vais retourner comme ça. Je vais probablement ramincir mon couvert parce qu'il est quand même assez épais encore, là. J'ai encore du jeu, là, fait que une petite coupe. Fait que là, je vais repartir avec le dos de mon ciseau. Là, j'ai plus de bois. Je m'en viens comme ça. Voilà. Là, évidemment, je pourrais faire une marque si je veux, là. Si j'avais un bois qui est comme de l'érable bien pâle, là, je pourrais m'amuser à brûler une ligne là, à quelque part dans ce coin-là. Et si je voudrais faire des dessins, comme on a sur ce boîtier-là, ces lignes-là ici, mais là, c'est le temps de les faire parce que je suis dans l'axe pour les faire. Une fois que je vais l'avoir remonté, je vais l'avoir remonté plus tard, là, quand je vais le remettre droite pour le finir, là, je ne l'ai plus, cet axe-là. Là. Fait que c'est là qu'on décide qu'est-ce qu'on fait avec le couvert. Si on veut faire des décorations, on pourrait faire de la texture, on pourrait faire de la vibration, du chatter, là, on pourrait faire ce qu'on veut, mais c'est le temps de décider qu'est-ce qu'on fait avec nos couverts. Si on décide que notre couvert il va être juste fini smooth comme ça, bien là, c'est là que je sablerai puis que je vernirai. Parce qu'il ne faut pas oublier que, là, on ne l'a pas fait, mais cette partie-là, elle est déjà sablée vernie. Là. On l'a faite quand on était en plein axe tantôt. Fait qu'on a fini notre forme cintrée. On l'a sablé verni. Fait que là, on est sablé verni en dedans partout. On est sablé là, verni là. Là, il reste à sabler là. Parce que si je le remets dans l'autre sens, tu ne pourras pas le sabler. Et là, ça serait le temps de le sabler. Et un détail, c'est pour établir si je fais le toit, on va le voir la différence entre les deux. On met comme ça. Change de caméra, là. On va voir comme ça. Ouais, d'en haut peut-être. Ben, regarde, on va mettre de même. Ouais, on va. Bon. On voit que comment je l'ai coupé, c'est que le dessus, si je le laissais comme ça puis je le sablais, évidemment, j'aurais une pointe parce que j'ai la pointe dedans, là, mais j'aurais mon couvert, il serait aligné comme ça. Donc, il ne serait pas avec le sens. Alors que si je le coupe tout de suite, là, il va être avec les trois axes. Fait que ce que je veux, c'est que si je le fais plat, mon couvert, mon top de finial, c'est le temps de le couper là parce que je suis dans cet axe-là, puis je vais être dans l'axe d'en arrière. Si je le laisse comme ça, il va être penché dans l'autre bord. Louis, une question. Si tu voulais faire une boule au bout du fleuron, est-ce que le couvert tiendrait si tu enlèves la pointe? Comme ça, là? Si on fait genre. on fait un couvert comme ça? La réponse est non. Fait que, mais il y a quand même une solution. C'est du tape. Et si vous avez pris le temps de faire un gasket avec du papier mouillé, c'est correct. Parce que je ferais, c'est que je le ferais, ma boule, là, je prendrais une gauge à détailler très, très pointue. Puis j'irais la faire presque terminée. Tu sais, je la ferais, là. Celle-là, ça va nous le montrer. On est en haut, là. On voit qu'avec celle-là, là, j'ai commencé à faire mon rond. Fait que j'irai un petit peu plus loin, jusqu'à temps que je trouve que j'en ai plus assez de bois. Puis jusqu'à temps que je trouve que j'ai plus assez de bois. Fait que j'irai comme ça, tranquillement pour la former, jusqu'à temps que j'arrive à la pointe. Puis quand il me reste à peu près un 8 de bois, bien là, j'arrêterai, je finirai, j'enlèverai ma pointe, puis je le taperai, puis je le ferai. Donc, à ce moment-là, si tu avais un peu plus long de bois, ça te permettrait d'aller un peu plus loin à la gauche. Oui, sauf que si j'ai plus long de bois, je suis plus déporté aussi. Oui, définitivement. Il n'y a rien de gratis. Ça va tout ensemble. Mais oui, si on voulait faire ça, bien, on peut le faire. On peut en faire une boule. On va en faire une. C'est une bonne question, là. Bon. Fait que si on fait ça, fait que là, je prendrais une gauge plus pointue, parce que là, je ne peux pas, avec la gauge à bol, là, m'approcher de ça. J'ai bien trop de métal. Fait que je vais prendre une gauge à détailler beaucoup plus pointue.
Non. Non. C'est correct. C'est correct. C'est ma gauche. J'y toucherai pas. Là, c'est le Live Center qui frotte. Là. Bon. Hop, là, j'ai frappé le coin. Vous savez qu'on arrête toujours le tour pour dépasser tout le temps. Hein? Là, l'autre affaire qu'il y a à faire attention, c'est que ne faut pas se fier à l'ombrage. Tu dis, je peux mettre ma main parce que je vois au travers. Non, tu vois au travers, c'est parce qu'il y a du bois de l'air. Vraiment, là, quand j'arrive ici, il ne faut pas que la main dépasse trop. Fait que si vous avez vraiment peur des coins, n'importe quand vous êtes en décentré, c'est que mettez-vous un petit drapeau à la partie la plus proche, ici. Mettez-vous un petit tape. Ça fait que vous allez savoir que quand ça passe, là, ça frotte. Ça fait pas mal. Là c'est le tape qui me frotte sur le doigt. Là. Ça fait bien moins mal que... Fait que là, on va le mettre en rond comme... Fait que j'ai perdu quelque chose à terre, je ne sais pas c'est quoi. Là. Pas grave. Pour le mettre en rond, le seul problème pour le mettre en rond, c'est que je suis très, très en porte-à-faux. À cause de la clairance d'ici, je suis pas mal en porte-à-faux. Je suis presque un pouce et demi là, pour être en porte-à-faux. Ce que je pourrais faire, c'est prendre mon porte-outil et le mettre dans l'autre sens, m'en aller de même, m'assurer que ça passe. À ce moment-là, là, je serais beaucoup mieux. Et là, je prendrais mon outil. Et là, il faut faire attention parce que le coin passe. Là. On va aller comme ça. Là, Steve, il a deux yeux fermés, il a assez peur que je l'accroche. Toi, je l'aurais commencé comme ça. Puis une fois que je sens que j'ai forcé ma chance, là je prendrais mon tape. Je prendrais mon tape puis je l'attacherais. Du tape vert de peinte, ça fait super bien. Du duct tape, c'est bon rien. Puis ceux qui ont l'idée géniale de prendre du tuck tape, là, le tape rouge pour le Tyvek, là, et dedans de maison, ça colle ça. Et ça ne décolle pas. Fait que vous allez le porter longtemps. Puis là, c'est fini, celui-là. Là. Fait qu'on va avoir quelque chose qui va s'enlever. Fait que là, on va prendre ça, puis on va le taper. Si vous prenez un tape qui a une certaine élasticité, là, comme le 3M, il est bon. Là. Fait que là j'en ai assez là, pour être capable d'aller tourner le bout. Pardon? Ils se font des jokes en avant, eux autres, là. Tape électrique? Tape électrique, bon, rien. Ça ne colle pas du tape électrique. Ah, il aime ça, le tape électrique, lui? OK, il prendra du jaune. Là. Fait que là, je vais essayer de m'en aller comme ça. Et là, je vais y aller. Et là, évidemment, je ne veux pas m'en aller de même, parce que de même, je crée une force contre mon joint de couvert. Fait que je vais essayer d'y aller le plus possible. Mais là, par précaution, je vais mettre mon face shield. Parce qu'il y a un risque associé à ça. Donc, on va y aller comme ça. Et là, je vais y aller par petites couches. Tu sais, quand j'en prends pas beaucoup, là. Et tout ce que je fais, là, c'est que je fais juste twister ma gouge. Je ne pousse pas avec. En bois de fil comme ça, là, ça pourrait être intéressant à la plane aussi. Ça quoi? À la plane, là? Non. Ben oui, mais... Pourrait. OK. Steve, il veut qu'on fasse ça avec une plane. On va le faire. Vous voyez, j'ai presque fini, là. À la limite, là, je ferais ça au papier sablé, là. Chez nous, je ferais ça au papier sablé. Mais Steve, il veut qu'on fasse ça à la plane. On va faire ça à la plane. Tiens! Content, Steve? J'aurais fait ça, oui. Ben, j'aurais fait en coupe. Je ne peux pas le faire, il faut que je le fasse comme ça. Oui, mais là, j'ai le coin, là. Je ne pourrais pas avoir mon angle. J'y avais pensé. Fait que oui, on peut faire le bout rond, le bout carré, mais ça règle le problème d'avoir le bout dans le même plan que les côtés, là. Mais si vous voulez faire ça fancy, c'est important que le couvert, le bout puis le bas soient dans le même plan. Quand on le regarde comme ça, quand on met notre boîtier sur une table,
On a la base, on a le couvert, puis on a le top. Oui. Louis, on n'a pas eu de prise de vue le temps que tu as mis ta visière. Si tu veux nous la montrer, s'il te plaît, parce que ce n'est pas une en polycarbonate. Là. Oui, c'est contre les mouches puis les maringouins. C'est le même principe qu'une visière en polycarbonate. En fait, c'est fait par la même compagnie, c'est MSA. Et tu choisis la grille que tu veux sur ton casque. Ce n'est pas une visière de Weed Eater. C'est une visière en métal. Ce n'est pas du plastique. Et c'est Z87, là, résistant à l'impact de je ne sais pas combien de kilomètres-heure. C'est la même résistance au choc qu'une visière de polycarbonate. Non, en fait, c'est plus dans l'industrie. Les tours à métal, les perceuses à colonne à haute vitesse qui vont faire partir des grenailles de métal, là, des retailles de métal, des brindilles. Fait que ça c'est l'idée. Et l'avantage, ça a plusieurs avantages. Un, c'est que ça ne vient pas chaud. Ça n'embue pas. Et la poussière ne colle pas avec du statique. Et je peux parler, puis je ne sonne pas comme Darth Vader. L'autre avantage, c'est que ça réduit toutes les glaires, là, la lumière. Parce que c'est comme regarder d'un moustiquaire, hein? C'est plus foncé que je regarde. C'est vraiment bien. Et vu que c'est des mèches, c'est un principe d'optique, ça augmente la netteté de l'image. Tu l'as pris où, ton casque? Moi, je l'ai pris à Hall, dans une compagnie qui s'appelle Riobec, qui vend des équipements de sécurité industrielle. Mais ça se trouve sur le web, c'est MSA. Et vous achetez le casque et la visière séparée. Et là, il y a deux sortes de visières. Maintenant, ça, c'est une visière en plastique. Mais là, maintenant, on peut l'avoir la base en métal et on peut la reformer plus serrée pour l'avoir beaucoup plus serrée comme ça. Donc, on peut former comme on veut. Il y en a deux sortes. Le casque coûte à peu près 30-40$, puis la visière, un autre 30-40$. Mais ça vaut la peine. Parce qu'en polycarbonate, ça graphine. Sauf que ce n'est pas terrible pour travailler du bois trempe. Tourner des bols verts, là, ça ne marche pas. Parce que ça passe au travers. Non, ça rouille. Ça passe au travers. Tu viens tout mouillé. C'est l'avantage. Mais ça travaille super bien. Oh oui, bien, MSA, là, sur le web, là, ils vendent direct, msa.ca, msa.com, mais ils vendent. Mais n'importe quelle compagnie, là, comme Riobec, je pense que c'est même une chaîne, c'est pas juste un magasin de Hall, ça, là. Les gens qui vendent les vestes là, de signaleurs, des affaires de même, là, ils vendent ça. Fait que, OK, ben j'ai fini. Il reste juste une coupe à faire. Fait que là, on a fait ça. J'aurais pu couper mon côté plat. Fait que, en fait, si je le coupe plat, ça va me donner un couvert plat. Et là, je vais aller couper ma base. Parce que si je prenais si je laissais ça de même, là, ça me donnerait quelque chose comme ça de toute façon. J'aurais le couvert croche, mais je n'aurais pas la base croche. Pour donner l'effet stade olympique, là, boîtier Taillibert, donc ça va là. Ça me rappelle, parlant de Taillibert, j'étais au Luxembourg dans un voyage à un moment donné, je prends un taxi, puis le taxi, il passe en avant d'un stade olympique qui venait de bâtir à Luxembourg. Puis le chauffeur de taxi était tellement fier de me dire que ça avait été bâti par le meilleur architecte au monde qui faisait les meilleurs stades puis les plus beaux stades. Quand j'ai dit que je venais de Québec, je venais de Montréal, bien là, il a trouvé que... Moi, j'ai dit, bien, son stade, il est beau, mais il ne tient pas. Donc, on va aller le couper. Et là, on est dans cet axe-là. Et là, il faut faire encore attention que notre coin, là, il vient proche. Là. Fait qu'on va faire la même affaire. On va barrer ça. On va prendre un troncoir qui est là. Et on va tout simplement faire notre coupe. Et là, ça va établir, vu que je n'ai pas changé d'angle, l'axe de coupe de la base va être exactement le même que l'axe du couvert. Fait qu'on s'en va, on a coupé comme ça, on va couper comme ça. Sinon, je serais de même. Fait que, même chose. Et là, quand on fait un boîtier, c'est un peu comme on fait un bol. Là. On veut avoir le fond du boîtier qui est concave pour que quand le boîtier s'assit sur la table, il ne balance pas. Fait que là, je vais continuer ma coupe. À peu près, je vais peut-être laisser un quart de pouce. Je vais couper assis après. Là. Puis,
Et je vais probablement, je sablerai le coin, j'adoucirai le coin. Là. Fait que là, ça va me donner... Évidemment, pour avoir une forme concave, au lieu de rentrer complètement perpendiculaire à l'arc, je vais juste me tasser un petit peu et ça creuse. Là, on va arrêter. Il reste à peu près un 8. Et là, il y en a qui seraient tentés de dire, bien, il reste juste un 8, je vais le casser. Mais le problème, c'est que vous allez tirer les fibres, ça va faire un petit trou dans le fond. Ce n'est pas une bonne idée, fait qu'on va reprendre notre titi. Puis, et là, à ce moment-là, vous avez sablé. Une fois qu'on a fait la chose, j'aurais enlevé mon tape, ou au moins j'aurais enlevé la partie qui est de la coupe. J'aurais sablé, puis j'aurais verni mon couvert. Puis là, c'est pas mal mou. Là. Fait que là, je vais aller. Et on prend un petit scie comme ça. Là, mon fond, il est concave comme ça. Et si je prends ma scie droite, là, je vais tout graffiner mon côté. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais barrer mon tour. Je vais prendre la petite scie, puis je vais la plier comme ça. Fait que, on voit en haut, là. Fait que là, à ce moment-là, je vais être capable de couper sans abîmer mon côté. Et voilà. Fait que là, on a notre petit boîtier. Et on voit qu'est-ce qui reste, là. C'est pas droite, là. Oh. Oh. Là, c'est quand même assez croche. Fait que là, on a notre petit boîtier, on peut l'enlever. On a-tu des questions en attendant? C'est le temps, là. Il y a quelqu'un, quelqu'une? Il y a Gilles Trépanier qui nous a mis un lien là, dans les échanges de textos. Là. Alors, ca.msasafety.com. Alors, ça va vous donner une idée de où trouver le produit. Ouais. Alors, mais attendez-vous pas de voir l'ensemble. Il faut voir les casques puis les visières puis mêler les deux. Là. Fait que là, j'ai mon petit boîtier qui est fait comme ça. On est en vue. On peut changer de vue pour avoir une vue de face ou une vue de côté. Oui, ouais, une vue de côté, mais on a notre petit boîtier. Bon, on veut la 1. On est Studio 42 de Radio-Canada, on veut la 1. Parce que vous voyez, vous autres, vous ne le voyez pas à la maison, mais moi, en avant, j'ai un cheerleader, là, c'est marqué applause, là, applaudir, puis c'est vraiment cute. Là. Fait que là, on a notre petit boîtier qui est avec les côtés complètement parallèles, la base, le couvert, mais évidemment, j'avais fait mon dessus plat, mais mon dessus il serait avec le même angle que la base. Fait que c'est la façon. Et évidemment, c'est un boîtier, donc il y a un intérieur. Donc, voici ce que ça donne. Et là, ce que je ferais à ce moment-là, c'est que j'essaierais de remettre le grain à sa place. Là, là je l'ai bougé pas mal, ça va là. Et là, je prendrais, parce que là, mon boîtier il est fini, fait que je me prendrais une petite marque de masking tape. Là. Puis, je me ferais une petite flèche. Puis, je prendrais mon poinçon. Puis, j'irais me mettre... et je ne le mets pas là, évidemment. Je ne veux pas poinçonner là parce que je risque de casser mon épaule. Là. Fait que je vais le mettre dans le coin. Fait que je vais mettre... Et boy! Il y a quelqu'un qui a joué avec mon poinçon. En tout cas, j'ai fait une petite pointe là et j'ai fait une petite pointe sur le dessus vis-à-vis mon... Et là, maintenant, je peux le mettre à sa bonne place. Fait que là, je vais mettre mon petit point qui est là avec mon petit point qui est là. Et là, évidemment, je pourrais aligner le grain dans ce boîtier-là, c'est facile. Là. Mais ça va m'assurer que mes plans, ils sont tous sur le même. Alors que si je le mettrais comme ça, bien là, ça ne suit plus, là, je suis comme ça. Là, on va le mettre comme il va, là. À peu près comme ça, là. Voilà. Voilà. Fait que voici le petit boîtier décentré. C'est un petit projet qui est intéressant. Je dois vous avouer que j'ai essayé de faire plus gros. J'ai essayé de le faire à 4 pouces de diamètre. Et là, même sur mon gros tour de 20 pouces, là, ça brassait pas mal. Fait que, tenez-vous-en, là, on commence avec un morceau d'à peu près 3 pouces. Là.
3 pouces comme ça, c'est assez gros. Et évidemment, plus on le fait long aussi, plus il est déporté. Fait qu'il faut regarder à ses capacités de vivre avec quelque chose qui branle comme ça. Voilà pour le. Et comment je ferais pour sabler le petit piton? Parce que là, il reste un petit piton dans le fond. Là, j'ai pas eu... Parce que il y en a qui vont me dire, bien, normalement, quand je fais un boîtier, je le vire à l'envers, je le rentre sur un jam chuck, puis je finis le fond. Mais là, ça ne marche pas. Celui-là, c'est pas droit. Celui-là. Fait que, tu vois, ce que quelqu'un pourrait toujours le faire, le réindexer, le coller avec un jam chuck là-dedans, mais good luck. Là. Fait que ce que je fais, c'est que je prends un pad à sabler sur un mandrin. Je le mets dans le chuck, puis là, on va faire partir la chose, puis ça règle le problème. OK. Fait qu'on va faire des petits oiseaux comme ça. Petits oiseaux que, évidemment, vous allez voir que le cou, il est décentré. Ça, c'est drôle, je me vois comme à l'envers. Je m'en vais par là, c'est à la TV, mais je m'en vais par là. C'est correct, parce que je me vois là. Donc, on peut les faire. Elle n'a pas pondu encore, donc ça va venir. Elle est un petit peu plus. Celle-là est beaucoup. Ça ressemble plus à une oie qu'à une poule, là. Mais c'est l'idée. Donc, on peut faire la base plat pour qu'elle puisse s'assire. On peut couper la base de différents angles. Fait que ça va faire un oiseau qui est plus comme ça ou plus comme ça, dépendant comment on va couper la base à la fin. Et on peut ne pas couper la base, c'est-à-dire la couper, mais la faire en rond. Fait que là j'appelle ça mon oiseau un petit peu en ébriété. J'appelle ça mon drunken bird. Fait que toi, c'est rare qu'il va rester en place. Fait que c'est le genre de choses. Donc, on va faire ça. Et de la façon dont on va faire ça, c'est un peu comme on fait le boîtier. La seule différence, on va commencer le coup qui est désaxé, on va le faire en premier. Contrairement à notre boîtier qu'on a fait le désaxage à la toute fin. Dans ce cas-ci, on va faire cette partie-là en premier. Fait qu'on va monter encore une fois notre je ne dirais pas, notre tenon de côté pour faire le désaxage en premier. Fait que là, on va faire le cou et la tête et on va le ramener d'aplomb pour faire le corps. Et c'est là que ça fait la transition entre le derrière et le devant, la bédaine. Là. Fait qu'on fait ça comme ça. Donc, on va partir avec un morceau de bois que à peu près 2 par 2. On peut les faire plus grands ou plus longs. Là. 2 par 2 par 6. Ça, c'est un morceau d'érable très, très figuré. Donc, on va commencer ça. On pourrait, à la limite, s'installer croche un peu, mais j'aime un petit peu moins ça. Fait que là, on va le tourner, on va le mettre rond, je vais lui faire un petit tenon, puis on va être capable de l'installer comme il faut. Mais à la limite, on pourrait partir comme ça, là. Mais c'est un petit peu plus risqué. Surtout si vous avez des petites mâchoires. Avec tes longues mâchoires, là, si tu fais comme une rotule, là, ça donne beaucoup de place pour tourner facilement. Là, puis tu as encore plus de prise, à mon avis. La seule différence, je vais la faire, la rotule, mais ça y prend un épaulement. Parce qu'il faut que je la cote à quelque part. Sinon, il ne peut pas faire juste une boule, je ne serai pas où je suis. Puis quand je vais mettre de la pression dessus, elle risque de changer. Fait que là, on va faire une rotule. Puis, fait que la rotule, on fait dans ce bout-là. Je regarde mon grain de bois, il y a beaucoup plus de grains dans ce cas-là. Ça va être le bas. Donc, vu que c'est le bas, je vais faire la rotule, je vais le switcher comme ça. On va le monter comme ça. Évidemment, on pourrait le monter en pointe pour l'arrondir. Mais le problème, c'est que je fais une rotule. Je suis mieux d'être pris dans un mandrin. Je vais être capable d'aller faire. Je ne suis pas obligé de la faire parfaite de toute façon parce qu'elle va à côté. Fait qu'on on va rentrer ça comme ça. Évidemment, dégrossir avec le mandrin, il y a toujours le risque d'accrocher le mandrin. Alors que si je tends de pointe, ce n'est pas un problème. Fait qu'on va le faire en pointe parce que c'est ce que la majorité des gens font. Donc, on va monter ça en pointe. Puis, on va mettre ça en plein centre. Voilà. L'avantage, je vous dis, des step center ou des safety de one-way, c'est que vous n'êtes pas obligé de serrer là, en malade, alors qu'une fiche à 4 pointes, il faut 40. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple aussi sur les roulements bearing de la tête. Puis, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais le quill, la vis qui est là-dedans. Là. Quand on force, là, on s'en va comme ça. Fait que là, on va faire ça. On va prendre un porte-outil un peu plus long.
parce que je veux le faire dans une traite. Mais il est trop haut pour ce tour-là. Alors, on va le faire avec ça. Donc, on va Oui. Combien coûte un mandrin Vic-Marc avec prise d'ouvetel comme ça? OK. Le mandrin, l'avantage d'un mandrin Vic-Marc, c'est qu'on peut acheter juste le mandrin puis les mâchoires séparés. Mais si on prend un mandrin, un Vic-Marc avec un mâchoire numéro 2, une mâchoire standard, là, numéro 2, premièrement, chez Vic-Marc, c'est toujours Dovetail. Ils n'ont pas de mandrin, ils n'ont pas de mâchoire serrated, c'est juste du Dovetail. Ça coûte dépendant de qui vous l'achetez, entre 250 et 300 pièces pour un mandrin complet avec des mâchoires. Si on n'achète pas les mâchoires, un kit complet, on achète le mandrin. À ce moment-là, le mandrin, je pense qu'il va coûter une affaire comme 220 pièces, pas de mâchoire. Puis un set de mâchoire comme ça, c'est 60 pièces. Ça a de l'allure. Mais je dois vous dire que dans mon atelier, j'ai à peu près toutes les marques de mandrin, sauf le Easy Wood Tool, le Quick Clip. Là. Puis les Vic-Marc, c'est de loin ce que j'ai trouvé de mieux à Amneshkadat en termes de mandrin. Là. Et c'est moins cher qu'un talon de One Way. Parce qu'un talon de One Way, c'est rendu à 249 pièces, 259 pièces, plus ou moins. Donc, c'est d'excellents mandrins. Puis d'ailleurs, Ken Rood, c'est un de nos commanditaires à l'ATBQ à Calgary. Donc, si vous regardez les coordonnées de Ken, il y a des excellents prix. La livraison ne coûte pas cher. L'avantage, c'est que vous payez seulement 5 de taxes en Alberta. Donc, j'ai-tu dit 5? Oui, c'est 5. Puis, donc, c'est d'excellent. Et ils ont beaucoup de choix de mâchoires avec Marc. C'est indéterminé la quantité de mâchoires qu'on peut mettre. Donc, c'était ça la question. Combien ça coûte? Entre 250 et 300 pièces. C'est à peu près le prix des autres mandrins. Évidemment, ça, c'est un V100 qui est l'équivalent d'un talon. Mais on peut avoir un V120 puis un V140 qui est comme un Titan puis, ou un Stronghold. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'on va dégrossir cette pièce-là. Encore là, je m'installe comme ça. Je suis un peu côté. On va arrêter le tour. On va déplacer le porte-outils. Et là, c'est toujours une problématique quand on arrive au bout. Parce que là, je m'en élevais comme ça. Je sortais de mon carré. Mais je ne voudrais pas rentrer dans mon carré. Parce que quand je vais accrocher le coin, là, ça va snapper comme ça. Là. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'autre sens pour finir. Je vais descendre comme ça. Et encore là, c'est tout moi qui bouge. Là. Ce triangle-là, ça ne bouge pas. Là. Là, j'ai fait mon cylindre. On va faire l'épaulement puis la rotule qu'on va avoir besoin. Donc, disons qu'on va faire ça à peu près comme ça. On a une gauche à détailler. Ça devrait faire pour le genou à Steve, là. Pas tout à fait rond, puis c'est parfait. Fait que là, on a préparé, il n'y a pas besoin d'être rond au bout, là, ça va juste rentrer dans le mandrin. Fait que là, on va faire ça comme ça. On va sortir ça comme ça. On va remonter le choc qui est ici. Encore une fois, on le prend par en dessous. On vire la vis. On ne brise pas nos filets. La clé. Ah. En passant, j'ai dû remplacer des roulements à billes sur un des tours à la maison et changer le shaft et c'est une méchante job. C'est pas une job du dimanche matin. Là. Ça prend un puller pour sortir le shaft. Puis c'est pas évident. Avec là, on va le mettre comme ça.
Et là, le problème, c'est que j'ai fait OK. J'ai fait ma rotule un peu trop grosse. Je ne peux pas aller m'accoter sur, mais on va vivre avec. On va vivre avec, mais ça va permettre de faire ça. Ah non, ça va être correct. Bon. Encore là, c'est le même principe. Je veux m'assurer que je donne assez d'angle, mais pas trop. Je ne veux pas m'installer comme ça. Je vais être capable de me mettre une prise pareille. C'est la même chose que notre boîtier de tantôt. On va faire ça comme ça. Je suis à peu près là. Je vais serrer mon... Et on n'a pas parlé, mais le Vicmark, en passant, c'est un mandrin qui est scellé. Là. Il n'y a pas de graines qui s'en vont dans les engrenages. Là. Fait que là, ça va tourner de même. Là, on va mettre la prise. Et là, on va s'assurer que notre porte-outil a une certaine clairance. Là. Et voilà. Et là, on travaille. Je vais reprendre. Je peux le faire avec gauche à détailler. Ça va bien, autant qu'elle est pointue. Là. Donc, on va aller comme ça. Et encore là, le coin, il est là. Là. Fait que, au lieu de rentrer dedans sans savoir ce que je fais, là, je vais reculer. Là, c'est le coup que je fais. Comme c'est là. Ouais, c'est vrai. On n'a pas quelque chose de noir. On voit-tu l'ombrage quand ça tourne? OK, si on avait un carton noir. Un papier noir, non? Ouais, un bout de Tyvek. Ouais, ça marcherait. En tout cas, là, j'ai commencé. Là, on voit là, que ce que je fais, là, je travaille là, sur le cou, là, cette partie-là. Là. En fait, c'est le cou puis les fesses. Là. On va faire la tête. Donc, on va continuer. Et là, j'ai pris une gouge à détailler, puis c'est pas évident. Fait que je serais mieux avec une gouge à bol. Ou une gouge à détailler moins pointue. Steve va nous amener un morceau de notre décor. En passant, c'est le même fond de décor que la Reine des Neiges. Hein? C'est un château en pierre. Ça marche plus? Oui, ça va marcher. Je vais mettre un petit morceau de masking tape. OK, j'ai pas mon couteau. Fait que là, on va faire un fond. Vous allez bien voir l'ombrage. Le tape, il est rendu où? La roulette de tape? On avait une roulette de tape tantôt. Ah, c'est bon. Mais là, non. Tiens. Correct, Jean-François? Bon. Là, on devrait voir l'ombrage. Et voilà. Là, on voit la forme, là. Tranquillement, pas vite. Là, je vais revenir. Et là, je vais commencer. Là, ce que je vais faire, c'est que je suis débarrassé d'un peu de bois. Je pourrais faire le coup plus long tantôt, mais là, je vais aller faire la tête. Parce que là, je ne suis pas rendu encore jusqu'au bout. Là. Fait que je vais me rapprocher. Il faut toujours l'essayer de le virer à la main hein, parce qu'on n'est on n'est pas là. Donc, on continue. Là, je vais faire la tête. Fais de la place pour le cou, un peu plus. Bon, là, on a pas mal la tête. La tête est faite. Parce que là, il y a de la perte au bout. Là, vous allez voir que
il y a une place qui n'a pas de bois, là, fait qu'on, c'est la perte. Fait que là, on va rapetisser le cou. Donc, on va continuer. Je vais rallonger le cou pour me faire de la place. Là, je m'en viens pour faire la transition entre la tête, là. Voilà, fait que là, on aurait une bonne partie du coup de fête. Bon, ça, ça pourrait être correct. On pourrait faire un petit peu le joint un petit peu moins carré entre la tête et. Je vais tranquillement. Bon. Là, j'ai fait le cou, j'ai fait la tête. Là, je pourrais aller finir ma tête. Je pourrais enlever la pointe parce que j'en ai pas vraiment besoin à partir de là. Encore là, j'irai avec mon troncoir pour être capable d'avoir plus être capable d'aller plus proche, là. Je pourrais le sabler, là, la mettre plus cute, là. Ouais, je pourrais le troncoir de côté, là. Tu sais, je peux m'emmener comme. Celui qui a un arrondi, ouais. J'utilise juste ceux-là, moi. Fait que là, on va couper le bout parce qu'on n'a plus besoin. Là, il y a de la vibration, là. Là, je pourrais prendre mon papier sablé et finir la forme exacte, là. Fait que là, on a fini essentiellement le cou et la partie des fesses. Et là, on le sablerait et on vernirait parce que je suis dans l'axe de sablage, là. Et fait que là, j'ai fait ma pointe, j'ai fait ma tête, j'ai fait le dos. Et là, on va le remettre en plein axe, c'est-à-dire en vrai axe pour faire la base. Donc, et là, dans ce cas-là, là, je n'ai pas, vu que je n'ai pas d'épaule, là, on va l'estimer. Ça n'est pas en tout, là. Marche-tu, ça? Tiens, pas pire, non? Mais évidemment, ce n'est pas grave parce que ça crée juste le ventre et va être un petit peu plus déplacé vers l'arrière. Ce n'est pas important, là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va le serrer et on va reprendre notre gauche. Puis on va faire la forme de la partie du bas. Et là c'est ça qui est à faire attention, c'est ça qui se promène, là, parce que là, on est droite. Là, on va repartir. Puis là, encore là, je vois l'ombrage. Le bois, il ne commence pas là, il commence à peu près ici. Le bois est à peu près ici, là. Et oui, Steve, ça se fera à la plane. Juste pour être certain. Donc là, là, je vais aller voir. Là, je n'ai pas été assez loin avec l'ombrage, là. Je n'ai pas trop risqué. Donc, je vois que la partie ici, là, je ne l'ai pas coupée encore. On voit ici là, que ma ligne de coupe là, est comme ici, là. Parce que c'est changement d'axe, là. Fait que là, je vais faire un autre coupe un petit peu plus loin. Oh! On ne laisse jamais un outil sur tablier du tour. Bon, fait que là, je vais commencer plus loin. Fait que je pense qu'il faut que je commence à peu près là, là. Et là, c'est là que ça prend beaucoup d'appui sur le porte-outil pour pas que l'outil a vague.
Fait qu'on est bien appuyé. Tout mon effort. En fait, ce que je fais, c'est que mon triangle est serré. Je fais juste m'avancer par en arrière, je fais juste m'accoter. Fait que là, je suis capable de prendre, puis ça ne vibre pas. Vous avez remarqué comment je finis, là? C'est tout moi qui est tombé. J'ai pas fait... Tu t'es arrêté. Ça arrête aussi vite qu'un train. Bon. Là, je n'ai pas fini encore. Il y a encore une coupe à faire, là, parce que je n'ai pas été assez loin encore. Mais vous avez remarqué que je n'ai pas fait ça. J'ai fait ça, c'est tout moi qui ai décidé de faire la courbe. J'ai carrément tassé au complet. Donc là, on va recommencer. Il faut que j'aille un peu plus creux. Pardon? Oui, je sais, je vois la ligne. Oui. Je veux la montrer. Pas tout le monde qui est vite comme toi. Moi, le premier. Ah, tu vois bien à l'écran? Tu vois qu'il en reste encore. Il reste un 8, là. Puis là, ici, là, ça, c'est. On va en profiter. Ça, là, cette marque-là, là, quand vous avez ça, là, ça ne se sable pas. Ça, c'est une marque brûlée. C'est un burnishing qu'on appelle. C'est parce que j'ai trop talonné. Et ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a pris les fibres puis on les a écrasées une sur l'autre. Le papier sablé ne l'enlèvera pas, puis le fini ne rentrera pas non plus. Fait que ça, là, acharnez-vous pas à sabler des marques de même, ça ne partira jamais, vous allez juste faire pire. Il faut recouper. Parce que j'ai trop talonné. Et une des raisons, c'est parce que la gauche que j'utilise, elle n'est pas assez pointue. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais changer de gauche. Je vais prendre une gauche à détailler qui est beaucoup plus fine. Et là, je n'aurai pas besoin. Ou à la plane. Mais il ne faut pas t'oublier, Steve, qu'à la plane, mais il faut lui donner crédit, mais il faut aussi. C'est bien beau, là, M. Harvey, là, mais tu pourrais venir le faire, je vais te regarder au ralenti, mais tu vas rentrer dans le vide. Hein? Tu ne pourras pas l'appuyer pour commencer parce que le bois, il est là. Si tu es assez stable pour ne pas bouger d'un poil jusqu'à temps que tu arrives là, tu es bon. Mais si, pour une raison là, tu as fait ça, bien là, tu vas avoir un poussin qui va partir à courir. Je t'avertis tout de suite. Donc, on va faire une autre coupe à ma façon. Correct? Correct. Bon. Donc, on va aller comme ça. Là, je suis sur le bois, là. Une autre fois. Et là, je n'ai plus de marque de brûlage non plus, parce que je n'ai pas talonné en descendant. Je pense qu'il en reste encore un peu. Ah, il y a un petit plat. Il y a un mini plat encore. Je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, là, mais ici, là, j'ai un plat là, qui est là, là. Minuscule. Puis ça ici, ce n'est pas du brûlage, c'est du bird's eye maple, ça, là. C'est du grain de bois, ça. Là. Et là, on continue. Alors, on pourrait peut-être parler brièvement de la prise quand on veut faire des choses détaillées comme ça. Évidemment, quand on est comme ça, on a un certain contrôle. Mais la gouge à détailler, il y a une autre façon de la prendre pour avoir beaucoup, beaucoup de contrôle. Parce que remarquez la différence. Je veux enlever le bois là, mais en fait, ma coupe, elle commence ici. La coupe, elle commence là pour être capable d'aller enlever le grain, le bois là. C'est quand même long. Une façon de faire la prise au lieu d'aller par-dessus, c'est qu'on y va par en dessous et on coince notre outil entre les deux. Fait que je prends mon outil puis je le coince. Fait que là, je suis capable de le contrôler parfaitement quand il va. C'est comme faire une saignée, là. Fait qu'il faut que ce soit un bon contrôle. Oh! OK. Ça aussi, c'est le genre de choses que je voulais vous montrer. C'est que quand on déplace le porte-outil, il faut le virer à la main. Non, c'est didactique, notre affaire. Bon. Ça ne m'est jamais arrivé, mais là, il fallait que je le montre. Fait qu'on va commencer. Je vois mon ombre comme ça. Fait que là, je vais commencer une coupe à peu près là. C'est bien mêlant. Rouge, c'est pour l'arrêter. Puis vert, c'est pour le partir. Bon, tu vois, regarde, il en reste encore un petit poil. Et voilà.
Bon, again. Bon, il n'y en a plus. Complètement parti. Fait que là, je pourrais, il y a différentes façons. Si je veux que mon canard, il soit debout, qu'il soit bien debout, là, comme ça, je couperais mon chose bien plat. Fait que là, mon canard, il serait assis comme ça. Si je veux qu'il soit... Oh, il y a une guêpe. Si je veux que je sois un petit peu penché par en avant, ça veut dire qu'il faut que je fasse une coupe. L'avantage de la rotule, là, c'est que je vais le replacer pour ma coupe. Fait que, mettons que moi, je veux qu'il regarde par en arrière, fait que je vais juste le replacer un petit peu comme ça. On va vérifier si ça passe avec le... Là, le problème, c'est plus la tête, c'est la queue en arrière. Fait que là, on va prendre mon troncoir que j'ai perdu, qui est là, et on va le couper. Fait que voilà, là, je vais avoir un canard qui est un petit peu sur le dos. On peut le faire comme on veut. Oui, évidemment, on ne peut pas se casser la tête non plus, c'est de le couper, puis après ça, sur une plaque à sabler, puis décider de l'angle qu'on veut. Puis quand on en fait une meute, là, on appelle ça une meute. Non, des canards, ce pas des meutes, hein, c'est des loups, les meutes. Mais comment? Un groupe de canards. C'est cute, ça. Une association de canards. Donc, on peut les faire de différents angles. Donc, on va aller... Et là, on va pas forcer notre chance. Et... Hein? Oui, quand le son change, là, c'est important, ça aussi. J'avais un ami qui écoutait du heavy metal à toute force dans son atelier, mais il y a eu beaucoup d'accidents parce qu'il n'entendait pas son outil. Donc là, on va le couper. Donc, voici, on va le sabler. Puis voici notre petit canard. Mais là, on n'a pas fini. Il reste la partie la plus importante. Il faut tourner le bec. Fait que là, on va tourner le bec. Donc, on va prendre... Il y a un peu de perte, là, mais... Ben, tu veux pas risquer ton affaire. Fait que tu veux tourner le bec. Fait qu'on va tourner le bec. On va l'arrondir. Puis... oui, il y a beaucoup, mais par la magie de la télévision, j'en ai déjà tourné d'avance. Oh, ils sont pas là. Ah, ils sont tombés dans le fond. OK. Donc, fait que voici, on en fait une dizaine de même, là. C'est quasiment les cure-dents. Mais là, tu triches. Là, mais quand on les regarde à l'écran, Sans face. ça ressemble à ça. Ben, c'est des cure-dents. Ah, ça ressemblait aussi. Donc, on perce un petit trou avec le Dremel, puis on prend le bout puis on fait un petit bec. Hey, avant de vous laisser partir tous, on a encore un petit bout à faire. Entre autres, une présentation pour Sans prétention. Il y a plusieurs d'entre vous qui ont envoyé vos pièces. Jean-François va procéder à la présentation. Vas-y, Jean-François. Alors, c'est important là, que tous participent là, à envoyer vos pièces que vous avez faites là, dans les dernières semaines, derniers mois. Daniel Lassalle, un jeu d'échecs, j'ai parlé avec la dame. Alors, vraiment, beau travail. Comme je disais, c'est important que tout le monde envoie ses pièces, les photos de ses pièces, parce que c'est inspirant pour les autres. Puis le but de l'exercice, c'est ça. C'est pas d'être bon ou moins bon ou peu importe. Alors, c'est vraiment d'être capable d'inspirer les autres alentour de nous puis de montrer le travail accompli. Alors, suivante, Denis Grondin. Un plat segmenté. Encore Denis, vas-y. Ah, Denis, c'est un prolifique, là. Marc Garneau. Alors, on voit les étapes. Ça, c'est un beau montage. Merci beaucoup. Là. C'est apprécié. Là. Hein? Un gars de Gatineau. Alors, Louis reconnaît son monde. C'est correct. On voit encore une fois les étapes. C'est quasiment un pas à pas. Là. On va pouvoir faire un article avec ça, je pense. Je pense que c'est une bonne idée. Marc, on va te mettre à contribution. Là. Alors, un autre plat de Marc, un autre bol.
Boîte décentrée en tech, couvercle en bois d'atelier. Lui, le décentrage, je pense que Louis et lui sont dans la même catégorie. Là, ils aiment les mêmes affaires. Michel? Ben oui. Jean de Gatineau sont très performants et ils mettent l'épaule à la roue. Ouais, c'est ça. Puis à Noël, oui, on va avoir un article de ce monsieur-là, Pierre, sur l'histoire de son ostensoir. Je pense que ça va être intéressant. Oui, ça c'est un condo Afterlife, comme on dit, là. On arrive au bout. Bon, ben écoutez, ça fait le tour de la présentation sans prétention. Merci à ceux qui ont participé à nous envoyer des pièces. Maintenant, avant de vous laisser partir, quelques mots pour vous. Avant de vous laisser partir, quelques petits points, une primeur pour vous. Il y en a peut-être qui s'en ont aperçu en allant sur notre site Web. On sait qu'on a été arrêté pendant 5 mois, que ça n'a pas été drôle pour personne. On recommence dans un nouveau mode d'activité et on espère que ça va plaire à tout le monde. Si vous allez sur notre site Web et regardez pour les renouvellements, vous allez voir que la date de renouvellement a été repoussée. Alors, au lieu que ça soit au 31 décembre 2020, maintenant, on est rendu au 31 mai 2021. Alors, le 31 mai va devenir la date officielle de renouvellement à partir de maintenant, en fait. Alors, ce que ça va faire, c'est que, on va vous remettre les mois où on n'a pas eu d'activité. Je pense que c'est juste correct de le faire comme ça. Puis, on avait les moyens de le faire dans le sens où on a pris tout ce qu'il y avait à notre disposition là, pour vous offrir les services auxquels vous avez droit, vous avez payé. Bien entendu, c'est sûr qu'on aimerait ça être en présentiel, mais on sait tous que ce n'est pas possible. Puis, bien honnêtement, quand on regarde les statistiques passées ces jours-ci, je ne sais pas quand est-ce qu'on va avoir l'occasion de se revoir en salle. Je ne pense pas que c'est sage de se rencontrer, même avec les mesures de distanciation. J'aimerais pas ça qu'on soit une association qui soit dans le journal pour dire, avec la moyenne d'âge que ces gars-là ont, de se ramasser en gang, là, puis perdre l'expérience, bien entendu, Jean-François. Je pense qu'on va jouer ça sécuritairement, puis on va attendre vraiment que la vague se calme d'une façon plus qu'appréciable. Ça, c'était pour le point des renouvellements de cartes de membre. Aussi, comme Louis a dit, c'est important qu'on ait des volontaires pour faire des démonstrations. On a déjà quelqu'un pour le mois d'octobre. Alors, on va avoir, c'est Michael, je m'excuse, je ne me souviens pas de ton nom de famille. Si tu es en ligne, s'il te plaît, chat-nous ton nom de famille. J'ai un blanc de mémoire, je suis désolé, je suis fatigué aujourd'hui. Alors, on va avoir droit à un bol, puis un plat qui va nous faire pour la prochaine démonstration. Mais c'est sûr que suite à ça, au mois de novembre, ben là, après ça, au mois de janvier, février, mars, ça va prendre des volontaires là, pour prendre la relève. Alors, c'est sûr qu'on va vous aider. On va vous aider dans le processus, puis on va vous guider là, dans ce qu'il y a à faire. Puis, je pense que Louis, Michael est déjà prêt. Il y a déjà un plan d'action là-dessus. Alors, vous allez avoir eu des très bonnes démos pour vous inspirer dans le processus. Merci tout le monde d'avoir participé. Je pense que ça conclut notre premier webinaire. Midi et 20, on est pas mal dans les temps, c'est ce qu'on avait dit, 3h30. Je pense que ça s'est bien déroulé malgré le fait qu'on a eu des petits anicroches techniques au début qu'on a réglés. Alors, comme je disais tantôt, c'est les joies du direct. Prenez soin de vous, soyez prudents. Pondez-nous des pièces pour rester dans le thème des poussins à Louis. Et on se revoit à une fréquence d'une fois par mois, le 4e samedi du mois. Et sûrement qu'on va prendre une pause dans le temps. On va prendre une pause entre Noël et Jour de l'An. Puis après ça, on va reprendre ça en janvier. Donc, comme je disais tantôt, on a déjà quelqu'un en octobre. Il y a quelqu'un qui a soumis sa candidature dans le sondage. On attend juste le nom. S'il vous plaît, nous envoyer un petit chat ou un courriel à moi pour qu'on sache comment on s'arrange pour vous mettre dans le calendrier. Alors, merci tout le monde. Bonne fin de semaine. On se revoit bientôt. Et ça m'avait plaisir de vous savoir l'autre côté de l'écran. Alors, à la prochaine. Bye bye.